il me semble que ce qui ressort quand même des deux discours entrecroisés, entretissés, c'est qu'il y a quand même dans ces deux parties du continent, ces deux aires, une continuité, on va dire, historiale en quelque sorte. Les deux sont des espaces post-coloniaux. Enfin, on lâche le mot, Dominique sortira son fouet. Nous avons été prudents. Tu noteras que nous sommes avancés très prudemment. Comment les écrivains cherchent une autre voie pour se distancer de leur héritage européen, chacun avec sa propre modalité. Alors, quelle serait, je crois, la différence, un peu aux yeux quand on regarde plus loin, entre ces deux aires continentales du point de vue de la colonialité, de la colonisation, puisque bon, les États-Unis conquièrent leur indépendance à la fin du XVIIIe siècle, à la fin du XIXe déjà, ils sont en passe de devenir un empire. Ce qui n'est pas tout à fait le cas des indépendances sud-américaines, qui donnent quand même lieu à des constructions nationales. Et alors, là, il y a déjà un hiatus, en fait. C'est-à-dire que on écrit aussi du point de vue d'une colonie qui est devenue un empire, ce qui n'est pas tout à fait le cas, je pense. Tu me corrigeras, parce que je ne sais pas trop, mais quand les gens de la Beat Generation vont à Cuba, ils voient quelque chose qui est quand même une révolution nationale. Quand même, on est à la recherche d'une identité qui est, malgré tout, même si elle est aussi transnationale, mais quand même, c'est une identité. Alors qu'eux-mêmes quittent une Amérique, s'écartent d'une Amérique avec laquelle ils ne peuvent plus être en empathie patriotique. Tout simplement parce que c'est l'époque du système militaro-industriel, comme on l'appelle à l'époque, dans ces années 50-60. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de mécompréhension, ou alors, à l'inverse, de regard peut-être un peu nostalgique sur une révolution qui peut encore se réclamer de contours peut-être nationaux, ou pas dire identitaires, mais quand même communautaires. Tu veux répondre en premier? Oui, on peut tenter une réponse justement en ne répondant pas de cette façon-là, telle qu'est posée la question. D'abord sur la continuité continentale, ça c'est cardinal. Hein. C'est vraiment ça, c'est une espèce de fil rouge à l'intérieur de l'anthologie. Cuba a ça d'intéressant, c'est qu'au moment où Ginsberg y va, c'est quand même une superbe ambiguïté. Et c'est surtout une superbe ambiguïté au niveau littéraire. Parce que Casa de las Américas, dont je disais qu'elle avait décerné un prix en 68 à ce poète péruvien Antonio Cisneros, Casa de las Américas a une volonté non pas de remettre un prix national, mais de toute évidence, elle remet un prix internationale. Elle remet un prix qui est d'ordre continental, c'est-à-dire tous les poètes latino-américains, quelque part, voudront avoir ce prix Casa de las Américas parce que c'est le prix qui donne une espèce de visibilité sur l'ensemble du continent. Hein. Donc il y a à la fois ce côté, effectivement, une révolution sur une petite île finalement, et puis quelque chose qui dépasse simplement au niveau littéraire. Et du coup, si on le prend sur le plan de la littérature, on change d'échelle. Et ça me paraît intéressant. Et puis le principe même de la révolution cubaine, c'est qu'elle ne reste pas à Cuba. Elle essaye de conquérir la totalité du sous-continent latino-américain, et je pense qu'une partie aussi de la connexion à avoir avec la contre-culture et la quête d'une idéologie alternative qui est celle des membres de la Beat Generation. Donc ils vont à Cuba aussi peut-être pour trouver les modalités d'une révolution à laquelle ils aspirent,
Alors après, on peut discuter de la réalité même de ce qu'ils voient, c'est-à-dire leur expérience sans nul doute totalement faussée ou biaisée ou transformée par ce qu'ils recherchent. Mais il y a le désir de se construire au miroir d'une émancipation dont les États-Unis se sont révélés incapables, en fait, malgré leur propre révolution, leur construction nationale, etc. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais... Et puis, bon, il faut quand même garder à l'esprit que les États-Unis interfèrent puissamment dans les reconfigurations du continent sud-américain. Voilà. Donc là, il se crée, si tu veux, une rupture du parallélisme qui a à voir avec voilà, l'histoire, le changement politique interne au continent américain dans son ensemble. Oui. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que mais... On peut quand même dire qu'il y a d'un côté des aspirations, malgré tout nationales, configurations qui sont à l'intérieur, peut-être pas de frontières, mais en tout cas de construction d'États-nations. Alors que, évidemment, du côté des États-Unis, il s'agit d'empêcher ça, en fait, et de garder la main de manière impériale, en fait, sur le continent sud-américain. Je ne suis pas sûre. Après, j'allais dire, si on prend cette question-là et si on l'amène dans le dernier quart du XXe siècle, il me semble que toute la partie des exils latino-américains et des exils des intellectuels latino-américains a fait voler complètement en éclats cette notion de frontière. Et qu'on a des grands poètes argentins qui se sont installés au Venezuela, qui se sont installés en Amérique centrale, qui sont allés au Mexique, des Uruguayens qui se sont installés au Pérou, etc. C'est-à-dire, en fait, et là, il y a une espèce de génération d'une poésie latino-américaine, même si, bien évidemment, ces poètes-là ont des racines sur un territoire, ont des racines dans une tradition également, qui peut être une tradition nationale, mais en même temps, moi je vois par exemple, dès le départ, le modernisme, il traverse quand même les frontières, il est quelque chose qui n'est pas aussi fermé. Je regarde un peu du côté de Paul-Henri parce que je voudrais le faire rentrer aussi dans le débat. C'est pas aussi... c'est pas aussi voilà, fermé que ça. Je pense que ça laisse une très grande liberté de mouvement. Le modernisme, par exemple. Pour parler de ce que je connais mieux, Octavio Paz, pour lui, la poésie moderne est en soi un langage. Donc il est normal que les poètes se comprennent. Alors si en plus ils parlent la même langue, c'est parfait. Donc c'est le cas pour les poètes hispano-américains. Mais quand il arrive aux États-Unis en 1942 avec une bourse Guggenheim, il découvre la poésie conversationnelle en anglais, et ça c'est une libération pour la diction poétique qui est la sienne, et donc c'est un passage absolument fondateur. En fait, il dit son grand livre, son premier grand livre, c'est Liberté sur parole en 1949, qu'il envoie depuis Paris à Mexico, et en fait ce livre s'est forgé au contact avec les États-Unis. C'est parce qu'il a vécu 2 ans aux États-Unis que sa poésie a complètement changé. Il n'a plus écrit de sonnets, il n'a plus écrit de poésie engagée. Il a complètement remis en question sa poésie, et il va finalement naître comme poète grâce à ce contact. Voilà. Un autre point
qui m'a beaucoup marqué, c'est lorsque j'ai visité il y a déjà longtemps la maison de Neruda à Valparaiso. Dans sa chambre, tout en haut, puisque c'est plusieurs étages, et ça diminue de plus en plus, la plus belle vue est depuis la chambre, c'est une seule pièce, où il y a le lit, la table avec le papier et l'encre verte, et puis au fond, le placard, et sur le placard, la photo de Walt Whitman. Et évidemment, quand on visite, on vous raconte l'anecdote, l'ouvrier était en train de coller la photo, puis il se retourne vers Neruda et lui dit « C'est votre grand-père ?» Et Neruda répond « Oui, oui. » Dans cette discussion, si on regarde du côté francophone, évidemment, chacun regarde à travers ses préoccupations, on peut faire intervenir, pour peut-être encore élargir le continent, le domaine francophone, en particulier, je pense au domaine canadien francophone, québécois spécifiquement, mais aussi, pas simplement québécois, canadien, etc. Et là, la figure de Whitman et l'ambiguïté signalée par Agnès tout à l'heure, évidemment, et la contradiction est criante pour les Québécois, parce qu'il y a à la fois une prégnance extraordinaire, une omniprésence de la poésie des États-Unis, et en même temps, il y a la référence française à la fois intériorisée, mais rejetée aussi pour des raisons historiques évidentes. Et puis, il y a aussi des voix d'Amérique latine, il y a d'autres voix qui viennent d'ailleurs, qui viennent converger chez des poètes comme Gaston Miron, avec une dimension politique, et cette nécessité à la fois de s'émanciper quand même de la tutelle américaine du voisin très très encombrant, et en même temps de passer aussi par aussi des poètes de la Beat Generation, et puis Whitman est omniprésent dans la poésie québécoise. Et donc ça c'est un élément, je crois aussi assez intéressant et assez problématique. Et si on regarde du côté du Sud, parce que vous avez été du côté du continent, mais du continent continental, si on peut dire, évidemment, il y a toute la problématique insulaire. Et je pense en particulier, bien sûr, aux Antilles. Je les regarde surtout à travers les Antilles francophones et Haïti. Puisqu'on parlait du rapport aux États-Unis, pour Haïti, c'est criant, parce que comment s'émanciper, bien sûr, par rapport à l'histoire de Saint-Domingue, la France, etc. Mais les Américains ont été là, physiquement, ils ont occupé le pays. Et malgré tout, Whitman est toujours en arrière-plan chez les poètes haïtiens, chez les poètes antillais aussi, français, enfin, chez Césaire, il y a aussi... Et donc on est dans cette espèce, je suis assez d'accord, de contradiction, où quand même on est obligé de passer par les États-Unis. Et puis, alors Whitman ça va, mais il n'y a pas que Whitman. Il y a aussi tout ce qui accompagne la période contemporaine des États-Unis qui sont évidemment compromis par une forme de colonialisme, aussi post-colonialisme. Non, mais même Whitman, là aussi il y a une forme de petit malentendu, parce qu'évidemment pour tous ces poètes, il est le chantre de la démocratie. Si évidemment le passage de Vestas de 1871 est bien choisi, mais dès l'édition de 1855 des Deeds of Grass, il y a quand même le poète of the slaves et le masters of the slaves. Ça, pour nous, ça a resté quand même choquant, et ça, malgré tout, lorsqu'il déplore la conquête du continent, le génocide indien, où il fait entrer dans sa poésie beaucoup de noms, en fait, tout ça, il déplore sur le mode du vanishing Indian, quand même. Bon, ils vont mourir, je vais les garder en formol dans ma poésie, mais quand même, malgré tout, je veux dire, c'est que l'exportation démocratique, d'une certaine manière, ou la conquête au nom de la démocratie, la manifeste destinée américaine, elle n'est pas incompatible. Très problématique. En fait, avec un champ démocratique, et là, il y a chez Whitman une double, enfin, qui est sur un point aveugle d'ailleurs, parce que je pense pas qu'ils se rendent compte, mais il y a quand même plusieurs textes qui sont, pour nous, presque choquants, sur la défense du pionnier, du bûcheron, de la conquête, avec son aspect que nous savons qu'il est complètement génocidaire. Et d'ailleurs, à ce propos, sur ça, sur l'éloge des populations précolombiennes, des civilisations précolombiennes, je crois que le mot est fort aussi, d'ailleurs, des civilisations.
d'une part pour toi, pour l'américain quand même, qui est Williams, qui est double finalement, qui est aussi un peu portoricain, hispanophone aussi. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que ça passe par l'espagnol? C'est dans la phrase que tu disais, où il dit, nous parlons une sorte d'ersatz presque d'anglais, hein, de derivative of English. Mais tandis que l'espagnol, ça reste l'espagnol. C'est une pure construction fantasmatique de la part de Williams. Moi j'ai une petite théorie là-dessus. C'est la langue de la mer, mais là on rentre dans un truc... on rentre dans une autre histoire, disons. Oui, tout à fait. C'est une langue archaïque, parce que leur américain à eux, il est déjà bastardise, je dirais. Et l'espagnol est peut-être aussi, l'espagnol du siècle d'or, il est construit comme plus... Et il est construit peut-être comme à l'extérieur de l'histoire. Indemne encore des vicissitudes de l'histoire et du côté du mythe. Oui, à coup sûr. Oui, tout à fait. Et peut-être aussi pour les poètes espagnols, aussi, hein, que ces langues précolombiennes sont des langues orales, j'imagine. Oui, bien sûr, oui. En les translittérant. C'est un héritage mythique qui permet peut-être de se défaire de l'encombrante muse de l'histoire pour dire comme un pauvre. Il y a une... par rapport à cette langue du siècle d'or, il y a quand même une espèce de... Comment dire cette langue du siècle d'or, elle refait son apparition dans les années 60. Elle refait son apparition dans les années 60 et dans un moment où on, justement sans doute avec toute la problématique révolutionnaire cubaine, on va essayer de reconstruire une histoire. Donc on est bien sur une reconstitution historique à partir de textes qui sont les textes des chroniques des conquistadors. Alors, pas des conquistadors, de ceux qui écrivent pour les conquistadors. Tous les conquistadors n'ont pas forcément laissé des textes, mais ils avaient des chroniqueurs qui diffusaient les exploits, ou plus ou moins grands, on va dire, tout petits exploits. Et donc, la reprise de ces chroniques, donc de cette langue du siècle d'or, va être une reprise éminemment critique par rapport à la langue espagnole. Et au contraire, on va assister à une espèce de repassage par l'oralité, c'est-à-dire en essayant de se défaire de cette langue qui était l'écriture de l'Empire, hein, puisque c'était l'Empire écrivait à l'Empire pour lui expliquer ce qu'il en était des conquêtes. Donc il y a une dimension critique, et en même temps, cette dimension critique passe par peut-être ce qui est redécouvert à ce moment-là, c'est-à-dire toutes les langues amérindiennes qui n'ont pas été dans l'écriture au départ, et donc d'une certaine manière, le poétique permet de faire fluctuer l'accent, de faire fluctuer la prise en compte de ce qu'est cet espace américain. Il me semble que ça peut être... en tout cas, c'est assez frappant que cette langue-là revienne à un moment bien précis, années 60. L'économiste, ce n'est pas du tout la zone de confort. Mais moi, je trouve intéressante et problématique cette superposition de niveaux d'analyse. Parce que d'une part, on est en train de préconiser une continuité littéraire et une interaction entre égaux, même si Whitman est une référence incontournable pour tous. Et en même temps, on superpose l'analyse avec la relation États-Unis et pays latino-américains, nord et sud du continent, qui en permanence est bien évidemment par rapport au thème présenté, dans laquelle, en effet, disons, plutôt ce qui domine, ce sont les discontinuités et les contradictions. Et, disons, on a utilisé le terme colonialité. Disons, vu du côté latino-américain, et disons, colonialité renvoie à Aníbal Quijano. Nous étions avec quelques semaines après
sa mort en Pérou avec Robert Boyer, on en a parlé dans le séminaire où nous étions, à propos des inégalités, où la thèse, une des thèses de Quijano et des gens de cette approche-là, Edgar Dolander, sociologue, économiste, disons, des différents pays de l'Amérique du Sud, et que les inégalités se découlent, disons, la matrice est la colonialité, et qui est cette colonialité-là, le côté obscur de la force, le côté obscur, négatif de la modernité, pas du modernisme, de la modernité. Et que ce rapport modernité-colonialité ne se passe pas de la même manière aux États-Unis. Parce qu'à un moment donné, les États-Unis passent du bon côté de la force et incarnent, disons... C'est pas toujours du point de vue, Ça, c'est vraiment une question de point de vue. Hein. En ce sens qu'ils sont, disons, hégémoniques dans les processus de modernité. Et ils abandonnent le côté de la colonialité. Donc, si on essaie de superposer ces différents niveaux d'analyse, il est, de mon point de vue, pas si évident que ça de trouver la continuité, même si je comprends bien que, en réalité, on schématise trop quand on dit, disons, nord ou sud du continent. Il y a des poètes qui parlent aux poètes, enfin, certains poètes qui parlent à certains poètes, disons, c'est-à-dire, disons, Neruda est sensible à ça, pas Borges, par exemple. Borges adore Whitman. Ah oui. Même s'il le critique énormément. Disons, pour Whitman, c'est quoi? C'est le poète du catalogue. Alors bon, il y a ça, le reste. Et qu'est-ce ensuite, quand on regarde comment évolue la poésie de Borges, c'est lui-même, il fait de plus en plus de catalogues. C'est-à-dire qu'il a vécu suffisamment vieux pour revenir à ses amours premières, Borges, qu'il a renié à sa maturité et qu'il retrouve dans sa... donc même Borges adore Whitman. Oui, enfin, mais le rapport conceptuel n'est pas le même, disons. Et puis, effectivement, il y a le cycle de vie de Borges, et, disons, qui lui permet d'aimer ce qu'il a haï et d'haïr ce qu'il a aimé. De l'anarchiste du début à l'idéaliste, pas de la fin. Mais en tout cas, c'est ça les réactions que ça me vient. Je ne sais pas quel est votre avis sur cette idée de superposition du niveau d'analyse et comment l'aborder. Ça a été une des difficultés aussi dans la discussion, le dialogue préparatoire, disons, à cette présentation. Mais il nous a quand même semblé que ce que les poètes essayaient de faire, et dans certains cas parvenaient à faire, c'était de dépasser les dichotomies, les contradictions, les lignes de fracture, pour essayer de penser, d'imaginer une poésie de la communauté. C'est un peu pour ça qu'on a essayé de finir sur cette idée d'humanisme qui soit à l'écoute, non pas des individus construits, non pas seulement des individus comme construits socialement et politiquement, mais aussi dans leur dimension spirituelle, éthique aussi, je pense qu'on peut dire ça, et que ça se construit, on le voit particulièrement bien dans la façon dont, par exemple, le dialogue, les poètes, on n'a pas beaucoup approfondi, on a trouvé déjà, j'étais là en train de dire à Modesta, oulala, ça va dépasser les 15 minutes. De fait, bon, ouais. Mais à un moment donné, on s'est posé même la question de savoir si est-ce qu'on n'allait pas parler pratiquement que de la façon dont tout s'articulait autour de la guerre du Vietnam et la façon dont les poètes s'emparent de la guerre du Vietnam et du disons, traumatisme collectif. Pour repenser ce que le poème doit faire dans le monde. C'était qui va contrôler l'univers, hein, c'est la question de Ginsberg, mais c'est aussi une question qui a vraiment à voir, non pas avec, pas seulement avec les oppositions, disons,
presque territorial, enfin bon, mais avec deux conceptions de l'humain qui sont irréconciliables, là, pour le coup. Celle qui va au Vietnam et balance du napalm sur les enfants, et celle qui refuse catégoriquement et radicalement toute violence, parce qu'on n'a pas été dans cette direction-là, on aurait pu, mais une sorte de pacifisme poétique qui est un lieu de partage pour ces poètes. J'ai une petite question. Alors moi non plus, je ne suis pas du tout dans ma zone de confort. Je me demande... Mais nous non plus, hein, il faut que vous compreniez qu'il y a quand même un gros sacrifice là de la zone de confort, parce qu'on a essayé, Modesta et Wen, elle est vraiment à la rencontre l'une de l'autre et à sortir de nos discours qui restent qui étaient, je pense, très culturellement marqués et assez autotéliques, enfin, mains égards. Voilà. Je trouvais ça très intéressant, cette question des circulations, des influences réciproques. Et je me posais la question de savoir, par exemple, un poète comme Robert Frost, qui est une célébrité aux États-Unis, notamment au début des années 60, comment il est reçu par ces poètes du reste du continent? Est-ce qu'il a une influence ou pas? Parce que finalement, c'est un peu centré sur la fin, sur les gens qui partagent finalement la même détestation de ce que sont devenus les États-Unis à un moment donné. Est-ce qu'il y a chez les poètes latino-américains une séduction? Ou est-ce qu'il y a simplement, on est dans une écriture de la détestation de l'Amérique, telle qu'elle est devenue, hein, parce qu'on a vu Whitman rester une figure assez emblématique? Alors, je crois avoir un tout petit peu répondu à un moment à la question, en disant que ce qui pouvait réunir les poètes du Nord et du Sud, c'est l'affrontement, non pas de ce que... Enfin, ils ne s'affrontent pas entre eux, mais d'une certaine manière, et ceux du Nord et ceux du Sud affrontent un gouvernement états-unien. Alors, sur Frost, comme sur d'autres poètes, ça fait partie d'une inscription de l'autre. Par exemple, dans la partie épigraphe, dans la partie, tu vois, le rappel de quelques vers qui permettent de s'introduire dans une lignée, par exemple, ou le faire arriver sur une thématique. Et Frost, comme d'autres, et c'est sans doute la méthode la plus simple de faire appel au poète que de lui dédier un poème, d'être dans la... Tu vois, de le faire apparaître même physiquement, typographiquement, à l'orée des poèmes. Frost et d'autres. Oui, puis Frost, en fait, en général, on connaît le très classique. Avec les poèmes sur le paysage, essentiellement le paysage de la Nouvelle-Angleterre pour aller super vite. Mais il y a aussi tout un Frost de la poésie conversationnelle. Avec des poèmes assez longs, de dialogues entre deux voisins au-dessus du mur du jardin, auxquels on peut trouver de l'intérêt, hein, je ne dis pas, moi personnellement, moyen, mais qui sont la version presque extrême, à certains moments, de cette poétique du banal, du quotidien, du langage, et du fait que chaque élément finalement du monde peut être incorporé dans le poème et faire poème. Alors bon, Frost, c'est aussi la forme demeure, disons la diction poétique iambique reste prégnante, et en fait on rejoint une sorte de vers blanc qui ressemble un tout petit peu à la sylve que tu décrivais tout à l'heure.
crois que Monique avait envie de dire quelque chose. Mais alors, je ne parle pas du tout d'un enfant non plus. On promet que toutes les deux, quand vous ferez d'autres, nous ne serons pas dans notre zone de confort. C'était à propos de... Donc, je vais dire quelque chose de très simple qui a déjà été dit. À propos, en mettant la flèche sur Pablo Neruda. Parce qu'on est en 1950, donc on est avant le Vietnam, parce que si vous aviez dépassé toute votre présentation sur le Vietnam et la relation des poètes, c'était autre chose. Mais en 50, il n'y avait que... Avec, la Corée. Que la Corée. La pression de la guerre froide, qui était déjà énorme. Et ce que je veux dire de Pablo Neruda, c'est que à sa manière à lui, il a dégagé très clairement la perception du continent comme objet poétique dans sa géographie. Et c'est pour ça, entre autres choses, qu'il aime beaucoup Whitman, c'est comme le chantre de la terre. Et par contre, Neruda relie complètement l'histoire des États-Unis et notamment la notion d'empire. Et par exemple, Neruda revendique, alors il fait volontairement un contresens sur le bûcheron, et il fait du bûcheron l'homme qui travaille, et Neruda se fait le chantre de l'homme qui travaille sur tout le continent. Et donc, évidemment, c'est une lecture marxiste qu'il a utilisée d'ailleurs pour lire l'Espagne. On est solidaire du misérable espagnol qui a été obligé de venir en Amérique, et c'est le féodalisme, qui est une forme d'impérialisme, qui est dénoncé à l'époque de la conquête et qui est redénoncé à l'époque du Deuxième Empire, c'est-à-dire de l'Empire américain. Mais Neruda a cette particularité, je crois, qui est très intéressante, de chanter la géographie et l'homme travailleur dans tout le continent, et de s'opposer à une force hégémonique, comme il a été dit. Non, c'est le général, dans Canto Général, c'est précisément cette idée d'universel, d'homme universel. Et de fait, c'est un homme travailleur, c'est pas le... Et lui est en permanence en train de dénoncer le système hégémonique impérialiste. S'il y a quelqu'un qui l'a renié, qui l'a critiqué, mais c'est pas parce qu'il est des États-Unis, c'est un système de pouvoir économique des uns sur les autres qu'il dénonce, quelle qu'en soit la provenance, que ce soit le féodalisme. Voilà. Peut-être des questions dans la salle, de la jeune génération. La jeune génération. Je fais partie de la jeune génération. Je fais partie de la salle. Non, sur dans les exemples que vous donniez, justement, on avait des points de contact et de passage d'une poésie à l'autre, et qui sont, sans revenir à ce que disait Carlos, qui sont des points de contact très impériaux au bout du compte, parce que le Nicaragua de Darío, c'est pas le Nicaragua de Sandino, mais quand même c'est un lieu éminemment, un lieu de terre d'ingérence. Lorsque Williams fait son discours en 1941, c'est pas encore l'opération Blue Trap, mais presque déjà, c'est-à-dire que c'est là où vont être ponctionnés de façon systématique, scientifique, la main-d'œuvre qui va suppléer, qui va remplacer le prolétariat blanc qui est envoyé sur le front en Europe dans les années 40 et après dans les années 50. Et est-ce qu'il y a des points de contact, à part l'Espagne, à part le congrès de Valence, est-ce qu'il y a des points de contact justement entre ces écrivains, ou ces artistes, ou ces poètes, qui soient moins marqués d'un point de vue du saut impérial, du saut hégémonique états-unien? Est-ce qu'il y a des moments, est-ce qu'il y a des lieux de rencontre européens peut-être, ou extra-américains, extra-hémisphériques, où il y aurait eu des rencontres, ou même continental. C'est-à-dire que dans les photos qu'on a montrées tout à l'heure avec Ginsberg, il y avait Ginsberg, il y avait Parra, il y avait Ernesto Sabato, pardon, pas Cardenal, mais Sabato, au Chili en 1960. C'est une rencontre d'écrivains
Panaméricaine, en fait. Oui, c'est panaméricain, c'est entièrement panaméricain. Et Parra, c'est le moment, c'est Parra qui fait descendre Ginsberg jusqu'au Chili et qui, voilà, qui promeut. Je pense que Ginsberg n'en avait pas besoin comme ça. Ginsberg a commencé par le Mexique, donc il y a cette connaissance plutôt sur la partie Mexique, Amérique centrale, et ensuite il va faire, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faudrait y mettre des guillemets, une tournée latino-américaine, parce qu'il va passer par le Chili, par le Pérou, par la Colombie aussi. Alors tous ces pays-là, c'est aussi des pays où la consommation de drogue est quand même assez intéressante à cette époque-là. Et on écrit aussi, la Beat Generation écrit aussi sous l'influence d'un certain nombre de substances. Donc on est dans un double voyage, une double géographie. Oui. Ça, à t'écouter, ça me fait naître une question. Au même moment, dans le cadre de la guerre froide, le département d'État organise des tournées d'artistes qui vont promouvoir au contraire des idées pro-américaines. Est-ce que vous avez rencontré ce genre de tournée qui aurait été une réponse à ces tournées, notamment de Ginsberg? Non. Non, là, c'est vraiment des coopérations entre les poètes, et ça n'est pas institutionnalisé, si tu veux. C'est pas ça. C'est à quoi je pensais, de dire que le département d'État, qui est très sensible à cette question et qui a bien intégré qu'il fallait une diplomatie culturelle, est-ce qu'il répond à cette informabilité par des tournées d'auteurs, de poètes qui seraient plus officielles et qui seraient là pour porter, entre guillemets, la bonne parole? Parce qu'il y a toute une série de tournées d'artistes qui sont organisées dans le cadre de la guerre froide, et notamment dans la Caraïbe, à ce moment-là. Non, mais c'est une idée de sujet master qui vient de naître. Ah oui. Oui. Pourquoi se tourner vers l'héritage amérindien à ce moment-là, tous ensemble? C'est-à-dire les rapports avec les événements historiques et les rapports de cette liaison transaméricaine avec les événements historiques est très parlant. Pourquoi tout ce peuple se tournait vers l'héritage amérindien à ce moment-là et pas avant, pas après? Années 60, années 60, milieu de 50-60. Et pourquoi à ce moment-là? Ça se produit avant. Moi j'ai une interprétation, mais elle n'est pas la même que la tienne. Alors, vas-y, et après moi je donnerai la mienne. J'avais l'impression, mais honnêtement là je balance une hypothèse, j'ai pas grand-chose pour l'étayer, mais en tout cas je me dis que que ça coïncide avec le mouvement des droits pour les droits civiques, ça coïncide avec peut-être avec non, la récupération. Toi tu parles sur autre chose. Mais oui, moi c'est autre chose complètement, mais peut-être. Mais ça ne veut pas dire que ça ne soit pas. Oui, tout à fait. La révolution mexicaine. Dès les puritains, c'est-à-dire dès la première grosse colonisation américaine par les Anglais. Alors ils les exterminent, certes, mais pas tout le temps, pas de façon systématique. Et leur coutume. Puisqu'ils ont souci quand même de les évangéliser, puisqu'ils sont censés être le père d'Israël, comme d'ailleurs on a reçu par mais malgré tout, il y a un intérêt réel pour la langue, donc avec des translittérations, Roger Williams, le fondateur du Rhode Island, ou John Eliot, traduit la Bible en algonquin. Donc ça c'est le XVIIe siècle. C'est vraiment le tout. Donc quand même, moi je dirais que la fascination pour ces langues autochtones, c'est vraiment ce qui les distingue de l'Europe. S'ils sont américains, tous, c'est aussi parce qu'ils sont liés d'une manière géographique par la terre, même la terre étant finalement ils sont leur propre corps, et c'est aussi ce qui les démarque de la métropole. Ils leur donnent leur identité propre d'américain. Ils en gardent le symbolique, ce
ce que tu disais, Hélène, sur la chamane, dans le regard esthétique, dans le côté rituel ou religieux, escamoté. Il est escamoté, il ne l'est pas. C'est-à-dire que, en fait, ce serait pas tout à fait juste de se dire qu'il y a un tournant aux années 50, 60, parce qu'il y en a aussi un bien avant et qui est dans les années 20. Et en fait, à mon sens, ça correspond à deux moments de crise morale et même de sorte de déficit spirituel pour en tout cas pour les Nord-Américains, c'est certain pour la société nord-américaine, face à, disons, pas tant, je pense, la Grande Guerre que la déroute, disons, de la révolution bolchevique à l'américaine, et pour ce qui est des années 1920, et pour les années 50-60, l'après-Holocauste, la façon dont communautairement l'Amérique essaie de se... Les Nord-Américains, les États-Unis essayent de se reconstruire et de renouer avec une spiritualité qui est vue comme pure, intouchée, capable d'emmener vers des mondes autres où ils peuvent s'accomplir. Et là, bon, après, la question de la drogue sur laquelle Modesta est passée rapidement, elle est en fait centrale. Parce que ce sont aussi des modes de spiritualité qui utilisent les drogues pour entrer dans une hyper-communication avec le monde, qui est un des objectifs, et ouverte, sans filtre, qui est un des objectifs déclarés de ces poètes, pour sortir du carcan culturel, social, moral, et se défaire du poids des crimes, d'une certaine façon. Après, pardon, oui, non. Pour répondre à la question, il y a aussi un aspect philologique, c'est-à-dire que pour s'intéresser à la poésie en langue indigène, il faut que celle-ci ait une dignité. Pour qu'elle ait une dignité, il faut qu'elle ait une histoire. Et donc il faut avoir traduit, c'est le cas du Mexique dans les années 40, les poètes d'avant la conquête, qui étaient quelquefois des empereurs. Mais ce n'est que dans les années 40 qu'est fait ce travail de compilation, de traduction, d'édition, et que donc les écrivains du Mexique d'abord découvrent cette poésie très impressionnante qui est antérieure à l'arrivée des Espagnols. Et du coup, se mettent eux-mêmes à imiter, à s'inspirer de ces poèmes pour écrire. Mais s'il y a une telle antériorité historique qui est dans les livres, à ce moment-là, on va s'intéresser aux Indiens qui vivent dans la montagne et qui produisent de la poésie. Donc ça, c'est la deuxième étape, et puis c'est cette époque des années 60 de redécouverte de l'indanité pour toutes ces raisons qui vont au-delà de la littérature. Mais pour que ces poètes ensuite arrivent dans les anthologies de la poésie mexicaine ou latino-américaine, il a fallu encore attendre les années 80-90. Voilà, c'est progressif. Moi, je dirais... Excuse-moi, non. J'aurais dit que c'était aussi lié, alors sans remettre du tout en cause tout ce qui vient d'être dit, mais par exemple en pensant aux pays andins, je pense qu'il y a aussi tout un mouvement qui est lié à l'indigénisme, un mouvement très très fort à partir de la fin du 19e, tout au long du 20e siècle. Et effectivement, les années 20 correspondent aussi à un moment assez capital, par exemple pour le Pérou, où on a José Carlos Mariátegui, qui est à la fois le penseur, le politique et l'homme
illustrer, enfin celui qui, dans une revue comme Amauta, va faire rentrer toute cette culture, toute cette production, à la fois par la photographie de céramique, on a des tas de médias qui viennent se rencontrer, dont effectivement des textes, les Yaravilles, qui seraient les plus... le plus évident, j'allais dire, sur cette poésie andine. Donc là, ça correspond effectivement à des moments de lutte, hein, fin du 19e, les années 20, qui correspondent aussi à des revendications politiques très très fortes, c'est-à-dire le mouvement culturel influence le mouvement politique, qui à son tour réalimente le mouvement culturel. Enfin, il y a quelque chose là qui est assez... je sais pas, il y a Arguedas quand même qui est là au milieu de tout ça. Oui, voilà, oui. Pardon. Justement, en Haïti, c'est à ce moment-là aussi, c'est en réaction, évidemment, le mouvement indigéniste est lié à une réaction contre la présence américaine. Donc un développement aussi, parce que ce que je voulais dire, c'est aussi un rapport dans un contexte plus large, pas forcément colonial ou sous-colonial, mais aussi c'est quand même le développement de l'ethnographie, technologie moderne, et donc cette curiosité anthropologique qui existe en Europe même au même moment, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, bien sûr chez les Britanniques. Et donc la redécouverte, disons, de cette logique des origines, la recherche des origines, sous la forme de tout des indigénismes, des primitivismes, etc., appuyés sur, évidemment, les grandes collections du musée d'ethnologie, des blogs, etc., qui est lié aux différentes avant-gardes européennes aussi, dans toutes les langues. Donc ça circule entre l'Europe et les Amériques, et chacun, évidemment, cherche ses propres origines. Donc là, c'est le contexte, évidemment, précolombien, mais ailleurs, on fait la même chose, y compris, par exemple, autour de la Méditerranée, en Algérie, où on collecte les chansons kabyles, on le fait aussi en Afrique de l'Ouest. Donc je crois que c'est aussi un mouvement intellectuel général. Ce qui n'empêche pas, évidemment, qu'il y ait une signification culturelle et politique spécifique, bien sûr, du contexte américain. Mais je crois que c'est aussi une tendance intellectuelle ou un mouvement intellectuel général qui est lié au développement de l'ethnographie, de la technologie moderne, de l'anthropologie aussi, au moment où on cherche sur le vaudou, etc. Juste une question par rapport à la renaissance de Harlem dans les années 20. Est-ce que c'est vraiment une poésie afro-américaine dans le sens de perspective transaméricaine, ou est-ce qu'on ne devrait pas dire une poésie afro-états-unienne dans ce cas-là? Enfin, est-ce qu'il y a des éléments de continuité et d'écho dans les Amériques de la renaissance de Harlem? Ben oui. Non, c'est vrai que c'est notre... Oui, Guillen, effectivement. Nicolas Guillen, le cubain, qui serait véritablement celui qui cocherait toutes les cases. Les Antilles françaises. Césaire, quand il était élève au Sinaï, a consacré son mémoire de fin d'études à la Sorbonne sur les écrivains de la Renaissance de Harlem, dans une perspective qui était celle d'un poète noir antillais qui cherche aux États-Unis ce qui pourrait sortir de l'académisme français. Et là, c'est vraiment contemporain, c'est les années 20, directement. Mais merci à vous d'être venus et d'avoir eu la patience de nous écouter. Et retourner vers les poèmes, bien évidemment. Hein. C'est juste mettre l'eau à la bouche pour continuer vos lectures de poésie américaine.